Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. La semaine dernière, je vous ai parlé d'un four en terre qui a été construit à l'école primaire Taiping, dans le quartier de Dadaocheng à Taipei. Je vais aujourd'hui vous parler plus en détail de cette école pas comme les autres. À l'école Taiping, il y a non seulement un four en terre, mais aussi une rizière, une forêt comestible, une mare, des poules et aussi de beaux arbres centenaires qui ont été préservés. C'est un véritable poumon vert dans le quartier. Au départ, je pensais que c'était la direction de l'école et les enseignants qui étaient particulièrement impliqués pour permettre aux élèves d'être en contact avec la nature. En réalité, ces aménagements ne sont pas le fait du personnel de l'école, mais d'un collectif d'une trentaine d'anciens élèves et de parents d'élèves qui se rendent sur place pratiquement tous les week-ends. La direction de l'école tolère leurs activités avec bienveillance. Au sein de ce collectif, Meg et Yiming sont particulièrement actifs. Meg nous explique comment tout cela a débuté. Il y a 5 ans environ, j'ai tourné un documentaire sur l'école primaire Taiping et j'ai dû collecter plein d'informations sur cette école. J'ai appris qu'autrefois, c'était un centre de formation pour les professeurs en matière d'éducation à l'environnement. Il y avait notamment une salle d'exposition de spécimens de la faune et de la flore. Sachant cela, on a eu l'idée d'organiser une activité qui s'appelle « Ouvrons le coffre-fort » pour montrer ce qu'il y avait dans cette exposition autrefois. À ce moment-là, l'école a dû détruire un vieux dortoir dans son périmètre parce qu'il n'était plus aux normes sismiques. Soudainement, un lopin de terre a vu le jour et l'école ne savait pas trop quoi en faire. Le directeur, voyant que l'on s'intéressait à l'environnement, nous a dit pourquoi ne pas planter tous ensemble sur ce lopin de terre. On s'est dit, s'il pouvait y avoir une rizière à Dadaocheng, ce serait génial. En plus, j'ai pensé à mon enfant qui était à ce moment-là à l'école et qui m'avait justement demandé un pack de lait. Je lui avais demandé pourquoi faire. Il m'a répondu « On nous a demandé d'en importer un à l'école pour y planter 2 grains de riz. J'ai trouvé que ce serait quand même mieux si les enfants pouvaient planter du riz dans une rizière plutôt que dans un pack de lait. » On a rassemblé un petit groupe d'anciens élèves et de parents d'élèves du quartier qui aimaient bien planter des légumes et partager leurs connaissances avec les enfants et on a décidé de réaliser ce projet de rizière. C'est donc finalement un peu par hasard que tout a commencé et de fil en aiguille, cela s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui en fonction des idées des uns et des autres. Yiming, un ancien élève de l'école Taiping qui a fait des études de sylviculture, a joué un grand rôle dans ce processus grâce à sa fine connaissance de la faune et de la flore. Pourquoi on a commencé par une rizière ? Eh bien, parce que c'est un écosystème aquatique, c'est-à-dire l'écosystème le plus riche. Si on veut faire revivre la biodiversité en ville, l'idéal, c'est de partir de l'eau. Bien sûr, pour Meg et les autres, le but était que les enfants puissent récolter du riz. Mais pour moi, une rizière, ce n'est pas juste une rizière, c'est tout un écosystème. La première chose que j'ai faite, c'est de leur demander de me laisser gérer un petit fossé à côté de la rizière. À partir de là, je les ai eus. Les plantes aquatiques qui se développaient dans mon fossé ont peu à peu conquis la rizière, et même en les arrachant, il en restait toujours. Après 3 ans, nous avons maintenant une biodiversité très riche. C'est en discutant que les idées naissent, de fil en aiguille. Tout est parti d'une conversation. Donc j'en conclus que discuter dans une école, c'est quelque chose de très dangereux. En fait, c'était marrant en voyant tous ces spécimens. Tout le monde était émerveillé, sauf moi, puisqu'à côté de mon bureau, j'ai une salle d'exposition de spécimens. Je vois ça tous les jours. En plus, ces spécimens de Taiping étaient très vieux. Alors je me suis dit que, pour perpétuer la tradition de formation à l'environnement dans cette école, ce serait bien d'en refaire de nouveau. Mais en discutant, on s'est demandé quel était finalement l'intérêt des spécimens morts. Aujourd'hui, on a plutôt envie de voir des insectes vivants. C'est ce qui nous a amenés à réaliser cette rizière.
et ensuite une forêt comestible dans le périmètre de l'école. On a envie d'y voir des papillons vivants et pas morts derrière une vitre. Après la rizière, le deuxième projet a donc été la forêt. Au départ, la cour de récréation était banale, du béton, de l'herbe et quelques arbres. Aujourd'hui, c'est une véritable petite forêt. Vous pouvez le voir sur les photos de la page de cette émission. Comment Yiming a-t-il réussi à transformer une cour de récréation en une petite forêt ? 因为我是学森林的，我是看到学校有很多树，那我一直在跟大家讲一个概念，就是说很多树不是森林。 J'ai fait des études de sylviculture. Je dis toujours, beaucoup d'arbres, ce n'est pas une forêt. La forêt, c'est un écosystème. Le plus important, c'est le sol. À l'école Taiping, il était tout assez, dur et sans vie, à force de tondre et de balayer les feuilles mortes. C'était un sol très différent de celui de la forêt. Dans la forêt, les feuilles mortes maintiennent le sol en bonne santé. Je me suis demandé comment faire, sachant que les gens de Taipei considèrent qu'il faut absolument balayer les feuilles mortes. Là aussi, je les ai eus. Je leur ai dit, ces arbres ne semblent pas être très vigoureux. Pour éviter qu'ils ne tombent malades, on devrait mettre des feuilles mortes sur leurs racines. Nous avons donc fait ça en construisant de petites clôtures en bois autour des arbres. En plus, c'était très joli. Ensuite, on a commencé à planter différentes plantes originaires de Taïwan. Et puis j'ai dit au jardinier, tu n'as pas besoin de couper l'herbe, on va s'en occuper. Quand les plantes ont poussé, le jardinier ne pouvait plus balayer les feuilles mortes. Du coup, c'est devenu petit à petit une forêt à plusieurs strates. C'est ça qui fait une forêt, la qualité du sol et la végétation sur plusieurs niveaux. Il nous manque encore une chose. Comment enseigner tout cela aux enfants de l'école, les impliquer dans le processus? En fait, c'est ça le plus difficile. Ce que nous faisons, c'est mettre en place un cadre, et ce cadre doit être le plus attractif possible. Nous espérons qu'il y aura de plus en plus de personnel enseignant et d'élèves intéressés. Comme le soulignait la volontaire qui a témoigné dans la précédente émission, les enseignants sont sous pression pour terminer les programmes qui sont très chargés. Même si certains enseignants voudraient peut-être faire l'école en plein air, ils n'ont pas été formés à cela. Et en plus, ils seraient peut-être confrontés au conservatisme de certains parents d'élèves. Bien sûr, il existe des écoles alternatives à Taïwan qui font l'école en plein air, mais elles coûtent très cher, tout le monde n'a pas les moyens d'y inscrire ses enfants. Meg, par exemple, aurait bien aimé apprendre dans la nature plutôt qu'en classe quand elle était enfant. Aujourd'hui, elle se rattrape en venant presque tous les week-ends à l'école Taiping pour réaliser ses aménagements en extérieur et y organiser diverses activités avec le collectif. Malgré le peu d'implication des enseignants jusqu'à présent, le fait d'avoir créé cet environnement dans la cour de récréation a quand même eu un impact sur les enfants. 现在大家都在讲地球永续嘛，要永续这样子的概念。可是你没有先接触它，你不。 En ce moment, on parle beaucoup de monde durable, mais si on ne sait pas vraiment ce que c'est, si on n'en a jamais fait l'expérience, comment peut-on réellement le mettre en pratique? Comment est-ce qu'on pourrait aimer ce sentiment? Je pense que la seule manière d'aller vers un monde plus durable, c'est d'avoir plus de liens entre les humains et la Terre. Nous, ce qu'on fait, c'est créer un certain environnement qui permet aux enfants d'être en contact avec la terre quand ils vont à l'école. Au début, ils disent tous « Ah, c'est très sale, je ne veux pas toucher la terre ». Mais maintenant, ça a changé. Ils viennent avec une boîte dans laquelle ils mettent les insectes qu'ils ont attrapés pour les observer. Ça me fait plaisir de voir ça, même si nous n'avons pas vraiment de cours sur l'environnement qui soient institutionnalisés. En effet, on peut imaginer que ce n'est pas du tout la même chose de passer le temps de la récréation dans une cour et dans une petite forêt. Yiming espère qu'un jour, l'enseignement permettra aux élèves de réfléchir en partant de la nature. Il trouve qu'actuellement, l'enseignement n'encourage pas assez la capacité d'analyse et de réflexion. Il se prend à rêver. Maintenant qu'il y a une petite forêt, ce qu'il faudrait, c'est une philosophie de la forêt. L'école Taiping est un cadre magnifique pour les enfants et cela rejaillit aussi sur tout le quartier et même au-delà car certains week-ends, le collectif organise des activités ouvertes à tous. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à suivre leur page Facebook dont j'ai mis le lien sur le site de cette émission. Pour Yiming, il ne s'agit pas seulement d'améliorer l'environnement à l'école, il s'agit également de promouvoir les écosystèmes forestiers en ville.
Les espaces verts, c'est bien, mais c'est moins riche que de petites forêts qui comportent plusieurs strates, un sol en bonne santé et une biodiversité foisonnante. Une forêt peut davantage rafraîchir l'atmosphère qu'un espace vert et on en aura besoin avec l'effet d'îlot de chaleur en ville qui s'amplifie. Yiming a conscience que cela prendra du temps. Il y a encore du pain sur la planche, car les municipalités s'inspirent encore des jardins de style européen. Or, selon Yiming, il faudrait repenser les espaces verts en tenant compte du climat tropical de Taïwan. La flore foisonnante gagnerait à être considérée positivement plutôt que de la couper sans cesse pour que les parcs ressemblent à des jardins de climat tempéré. L'idéal serait de créer de plus en plus de forêts dans les écoles. C'est le vœu de Yiming et de M. Fu Tianchang qui a supervisé la construction du four en terre et que vous avez entendu la semaine dernière. C'est un vrai défi. Pour verdir davantage les écoles, il faut d'abord trouver des personnes motivées et persévérantes pour porter ces projets. Et comme Meg le rappelle, ce n'est pas facile d'instaurer la confiance pour bâtir des partenariats. À l'école Taiping, si ça a marché, c'est parce que cela a commencé par un documentaire que Meg tournait sur l'école. Le directeur la connaissait donc bien et avait confiance en elle. Mais si un collectif allait directement voir un directeur d'école avec un projet de forêt comestible, par exemple, sans bien connaître le directeur au préalable, ce serait beaucoup plus difficile. Comme le rappelle Huang Fanghui du programme Open Green 2.0, qui a soutenu certains projets du collectif, l'école Taiping peut au moins servir d'exemple pour d'autres écoles, d'autres communautés ou quartiers. C'est aussi ce que pense Yiming. Le collectif a déjà réalisé de nombreux projets à l'école Taiping et la prochaine étape, c'est peut-être justement de partager cette expérience avec d'autres pour essaimer un peu partout, planter des graines. Yiming et Meg ont aussi été très actifs pour protéger les arbres centenaires de l'école, autour de la piste d'athlétisme. Ça fournit une ombre bienvenue aux élèves et en plus de relier à la nature, ces arbres font partie du patrimoine historique de l'école. Un autre projet que le collectif a mené à bien, c'est l'aménagement d'une mare dans le périmètre de l'école. Les écosystèmes aquatiques sont plus difficiles à entretenir que les écosystèmes forestiers, d'après Yiming. Pour les développer en ville, il faut d'abord que les valeurs évoluent, et cela ne peut se faire que petit à petit. En tout cas, pour le collectif, l'aménagement des écosystèmes aquatiques, tels que la rizière et la mare, ont été des expériences très instructives, parce qu'il est survenu quelque chose d'inattendu, la plainte d'un voisin qui ne supportait pas les croissements de grenouilles. 这个其实是有一点类似那个刚刚讲到的价值观的问题啦。这个青蛙也让我们学到蛮多事情的。 Ça touche aux valeurs. Ces grenouilles, elles nous ont beaucoup appris. On a réglé beaucoup de problèmes en amenant la nature dans l'école, mais on a aussi créé des problèmes. Il y a un voisin qui est dérangé par les coassements de grenouilles et qui a protesté. Nous n'avons pas considéré que c'était un voisin odieux, ni pris la décision de supprimer la rizière. Nous essayons de transformer une situation de crise en une opportunité pour réfléchir comment bien vivre ensemble. En fait, il y a une fuite d'eau dans la rizière, ce qui fait que le matin, elle est remplie et le soir, elle se vide. On a décidé de ne pas la réparer, comme ça, il y a moins de grenouilles la nuit. 我的理解是说，假设这个事情发生在农村， Si c'était à la campagne, il n'y aurait pas de souci, mais en ville, c'est très dense. Et pour certaines personnes, le contact avec la nature est compliqué. On comprend que c'est difficile de ne pas réussir à dormir si l'on doit travailler le lendemain. Au début, on essayait d'attraper les grenouilles, mais il y en avait trop. Alors, on a appelé Yiming au secours pour réfléchir à d'autres méthodes. 但是我也没有解决所有的问题这就因为刚刚我们没有办法解决人的价值观的问题。 On ne peut pas résoudre tous les problèmes. Le plus difficile, ce sont les conflits de valeurs. J'ai fait des mesures de volume sonore la nuit. En réalité, les voitures sont presque 2 fois plus bruyantes que les grenouilles. Mais le voisin pense que ce sont les grenouilles qui l'empêchent de dormir. Finalement, il n'y a qu'une seule personne qui se plaint. Ça veut dire que ça ne dérange pas tous les autres. C'est déjà bien. En discutant avec ce voisin qui se plaint, cela nous a aussi permis de comprendre comment il envisage la ville. Pour lui, il ne doit pas y avoir d'animaux dans une ville. Il y a quelques personnes comme ça. Comme le souligne Meg, l'une des conséquences positives de tous ces projets, ce sont les discussions que cela suscite. Tout le monde n'est pas d'accord.
D'ailleurs, c'est normal et c'est aussi pour ça qu'on discute. Ça permet d'échanger des points de vue et de nourrir la réflexion. Par exemple, à propos de la rizière, Yiming a eu des débats intéressants avec les tenants de l'agriculture conventionnelle qui veulent désherber totalement, alors que lui considère qu'il vaut mieux ne pas enlever toutes les herbes aquatiques, car elles font aussi partie de l'écosystème. Cela prend du temps de faire comprendre la logique circulaire qu'il y a en filigrane de tous ces aménagements. Par exemple, beaucoup de personnes qui voient le four en terre pensent que ce n'est pas écologique, parce qu'il faut brûler du bois. Or, ils ne savent pas que ce four utilise les branches qui sont tombées des arbres dans l'école. Si ces branches n'étaient pas brûlées dans le four, on n'en ferait rien. Là, le bois mort devient une ressource. On n'a pas besoin de couper des arbres pour faire fonctionner ce four. On peut faire fonctionner le four tout en laissant les arbres continuer à pousser et à stocker du CO2. Meg souligne que les Taïwanais ont encore de nombreuses idées préconçues sur la nature et cherchent souvent à s'en protéger au lieu d'interagir avec elle. Par exemple, les gu po yu, oreilles d'éléphant, une plante qui ressemble un peu aux feuilles de taro. On dit à Taïwan que c'est toxique et du coup on les coupe dans les cours d'école. Or tout n'est pas toxique dans cette plante et l'on pourrait d'ailleurs enseigner quelque chose aux élèves en leur expliquant cela. Si on retire cette plante des écoles, on n'a plus l'occasion de responsabiliser les enfants en leur transmettant ces connaissances. C'est dommage d'après Meg. Mais à l'école Taiping, je crois que j'ai vu quelques gu po yu, donc les mentalités sont en train de changer. En tout cas, même si l'expérience de l'école Taiping est encore marginale à Taïwan, quelque chose me dit que cela va se développer dans les années à venir. Après tout, notre grande école à tous, c'est la nature. À ce propos, je mets sur le site de cette émission quelques liens pour des idées d'enseignement en plein air qui peuvent intéresser les écoles et les parents. Quant au collectif d'anciens élèves de l'école Taiping, ils me font penser au dicton « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Sur ce, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour de nouvelles aventures.